Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois le secrétaire général du Parti progressiste martiniquais, M. Johnny Ajar. Bonjour, M. Ajar, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mano, bonjour à toute la Martinique. Alors, dernièrement, le 4 et le 5, 2 jours de plénière à la CTM, deux jours, semble-t-il, où les choses étaient chaudes. Il y a eu des dossiers brûlants, apparemment. Vous avez travaillé très tard. Et des fois, peut-être, vous étiez même fatigué. Mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quand même des points importants tels que Corsair, le dossier de Corsair, le dossier de Seguino, le plan de relance. Ce sont quand même des sujets très importants pour le devenir des Martiniquais aussi. Tout ça, le Seguino, le plan de relance, c'est important. On peut commencer par Corsair si vous le souhaitez, ou bien par là où vous voulez, il n'y a pas de problème. Peu importe, effectivement, c'était 2 jours de plénière qui étaient intenses. Effectivement, on a terminé les deux nuits à minuit et demi. À mon avis, il y a des dossiers en jeu, vous les avez cités, mais la problématique, c'est surtout l'impossibilité de pouvoir fonctionner dans un climat apaisé avec un débat d'idées, un vrai débat d'idées. C'est ce qui est le plus malheureux de ce qui ressort de ces 2 jours de plénière, puisque effectivement, on a l'impression d'avoir un ring de boxe où il y a des affrontements. Les temps de parole sont respectés sur 2 groupes. Et j'insiste parce que on voit ce que l'on voit, mais la réalité, c'est qu'il y a 2 groupes de temps de parole. Il y a la majorité, telle qu'elle est aujourd'hui éclatée, mais qui reste dans 55 minutes de temps de parole. Et puis, il y a une minorité, nous, la EPMN, à 30 minutes. Donc, on diminue les temps de parole et il reste toujours une majorité de blocs de temps de parole. Alors, pourquoi ça s'organise comme ça? Il faudra demander à la gouvernance. Mais pourtant, les dossiers M. Nilor a fait scission. M. Nilor ne devrait plus être considéré comme faisant partie de la majorité du MIM. Non seulement aujourd'hui, son temps de parole fait partie du temps de parole de la majorité, mais ainsi que Bapéi en chance d'ailleurs. Mais tous, ils ont un temps de parole pour le groupe de la majorité aujourd'hui, de la gouvernance, aussi bien de l'exécutif que de l'Assemblée. Donc 1 heure. Alors, ça, c'est passé à 55 minutes, c'était plus avant, bon, c'est passé à 55 minutes pour eux, et nous 30 minutes pour notre minorité. Puis c'est deux groupes de temps de parole. Mais ce qui est encore plus important à savoir, c'est que Jean-Philippe Nour demeure le chef de la majorité de l'Assemblée de la CTM. Je répète, Jean-Philippe Nilor demeure, à l'heure où nous parlons, le chef de la majorité de l'Assemblée, de leur groupe, à la CTM. Alors, pour que les téléspectateurs comprennent bien, est-ce que ça veut dire que Jean-Philippe Nilor et Alfred Marie-Jeanne se seraient rapprochés ou n'ont jamais été finalement véritablement fâchés? Personnellement, je préfère ne pas en faire une lecture, mais c'est assez paradoxal entre les actes, les discours et la réalité institutionnelle. On voit bien qu'il y a un décalage complet entre les actes, le discours, ce que tout le monde voit, et puis la réalité institutionnelle où il demeure aujourd'hui non seulement un chef de file qui est le même, et en plus un groupe de temps de parole qui est le même. Okay. Rien n'a changé en ce sens. Bon. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse au-delà de ça, c'est vraiment le côté travail de l'Assemblée sur le point des dossiers qui concernent l'intérêt des Martiniquaises et des Martiniquais. Et là, vous avez cité 3 dossiers qui me paraissent fondamentalement importants. On revient une énième fois sur Seguino. Oui. Malheureusement, mais c'est un dossier en jeu. Pourquoi? Parce que tout le monde sait aujourd'hui, sans être ni devin ni météorologue, que la sécheresse arrivant, ni les travaux définitifs, ni aucune solution n'a été trouvée sur la problématique de Seguino. Et donc on sait qu'il y aura, et ça fait un an, je rappelle l'historique, Serge Letchimy a écrit au préfet au mois d'avril 2020, en pleine sécheresse, en plein Covid. Je rappelle que nous sommes en état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire que la crise sanitaire est toujours actuelle. Et on voit bien ce qui se passe en France et dans le monde par rapport aux variantes. Eh bien, ça fait un an que ce problème est connu. Ça fait un an qu'on connaît la solution au problème, qui n'est que technique. Avec certes un contentieux juridique par rapport à une indemnisation sur un terrain. Nous avions proposé, Serge Letchimy avait proposé une réquisition. Pourquoi? Parce que l'urgence et les travaux, c'est de donner aux 40 000, 50 000 foyers, notamment du sud et de Fort-de-France et du centre, de l'eau. De l'eau pour l'hygiène,
pour la santé et surtout pour servir d'élément de geste barrière pour pouvoir se laver avec du savon pour éviter que le virus se propage. En plein état d'urgence sanitaire. C'était ça l'urgence, donner de l'eau aux personnes qui n'ont pas d'eau. Eh bien, la réquisition permettait de régler le problème technique puisqu'on connaît la solution technique, on sait les montants, on sait ce qu'il faut faire, c'est 80 mètres de tuyauterie qu'il faut réparer pour connecter l'usine de Viviers qui peut produire en capacité, monter en capacité, donner la quantité d'eau nécessaire, mais qui doit transiter par cette tuyauterie. Mais aujourd'hui, monsieur cette solution n'avait pas été retenue. Qu'est-ce qui va se faire? Il y a une solution amiable qui avait été proposée, votée par l'Assemblée, où on indemnisait et on demandait de faire les travaux. La difficulté, c'est qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, il y a une tergiversation de la gouvernance aujourd'hui, et on est au point zéro. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que dans 1 mois et demi, et comme les élections arrivent, je pense que certains veulent se protéger, celui-là va dire c'est pas lui, c'est pas moi, etc. Mais les deux se renvoient la balle. Quand je dis les deux, parce que pour moi, c'est les deux gouvernances. Il y a une gouvernance au sein de l'Assemblée, il y a une gouvernance au sein de l'exécutif qui sont censés être dans la même majorité, et on voit bien que dans le temps de parole, ils partagent le même temps de parole, même si ils ont des idées très différentes de ce qu'il faut faire. La réalité, c'est que dans ce dossier-là, pour essayer de se rattraper, pour dire c'est pas moi, c'est etc. L'un a dit oui, mais on n'a pas voté le plan de financement. Nous, on a voté le plan de financement pour les travaux. Quel que soit celui qui le met en œuvre, on n'a pas regardé si c'est M. Marie-Jeanne ou c'est M. X, M. Y. C'est dans l'intérêt des Martiniquais. Le problème, c'est que aujourd'hui, ce plan de financement n'est pas voté. Le problème est qu'aujourd'hui, les travaux définitifs n'ont pas commencé. Alors, il a été proposé de mettre en place une solution, entre guillemets, de consolidation du provisoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour sécuriser le provisoire. Donc, c'est ce qui a été voté, c'est ce qui a été débattu, mais on voit bien qu'on en revient toujours au même système. Et j'ai même proposé à la fois à la gouvernance de l'Assemblée et à la gouvernance de l'exécutif de pouvoir se réunir. On est à 3 mois de la fin de mandat. Ce n'est plus le moment d'essayer d'être dans la différence et dans l'opposition. Autant régler le problème une fois pour toutes, sachant que la sécheresse arrive. Le provisoire, M. Ajar, permettra aux Martiniquais d'avoir de l'eau dans combien de temps à peu près? Non, le provisoire, c'est l'actuel aujourd'hui. Et très honnêtement, vu comment cela fonctionne mal au niveau de la CTM, je suis très inquiet parce que je ne crois pas. Les coupures d'eau seront là et malheureusement... Mais elles ont commencé déjà. Elles ont commencé à Fort-de-France et ailleurs. Elles ont commencé. Et la sécheresse n'est même pas encore arrivée. Vraiment, donc, effectivement, l'idée pour le moment, c'est d'avoir des solutions alternatives. C'est qu'ils préparent aussi, à travers les communautés d'agglo et aussi à travers les fermiers, ceux qui distribuent l'eau, d'ici la SME, déjà à préparer des stocks de distribution d'eau. C'est ça. Et là où c'est possible aussi de mettre des citernes, parce qu'il y a eu des propositions qui ont été faites d'un collègue, mais là vraiment, on est mal. Moi, je suis personnellement mal en tant qu'élu parce qu'on sait quelque chose qui va arriver, on sait que ça fait 1 an, que c'est connu, et ce dossier-là est resté bloqué par, entre guillemets, je suis désolé, une forme de bêtise des gouvernances qui ne veulent pas faire en sorte que les choses se règlent. Alors, pour l'instant, pas d'avancée sérieuse sur ça. On va passer à un autre sujet parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets. Le temps qui nous est imparti n'est pas très long, malheureusement. Et le dossier concerne. Donc, la CTM va donner 3 millions, je crois, pour concert, c'est-à-dire 1% de cette société. Comment vous voyez ça, vous au parti, le PPM, enfin le groupe EPMM, et est-ce que c'est un dossier qui vous paraît être un dossier intéressant? Alors, c'est un dossier à enjeu important, pour une raison simple. La Martinique est une île entourée d'eau. C'est-à-dire que l'aérien est fondamental pour le désenclavement, pour la relation avec le monde, pour la relation économique avec la Caraïbe, et plus largement pour pouvoir échanger familialement, humainement et économiquement, culturellement, dans tous les domaines. Donc, les enjeux sur l'aérien sont importants. Le coût de l'aérien aujourd'hui par rapport à notre enclavement est énorme. On voit le prix des billets aujourd'hui pour nos enfants étudiants, pour les familles, etc. C'est énorme. Donc, effectivement, c'est un dossier à enjeu. Maintenant, ça dépend de comment on le prend, dans quel bout. Alors, c'est vrai que l'idée de se dire qu'il y ait un actionnaire public qui s'appelle la CTM, comme il y a un actionnaire public qui s'appelle le Conseil régional de Guadeloupe, qui participe à la gouvernance, ça peut être intéressant parce que ça peut faire valoir notre influence à l'intérieur de ce groupe privé, de cette entreprise privée qui est dans l'aéronautique. Pour 2 raisons simples.
Parce qu'effectivement, l'aérien est fondamental, donc il faut qu'on ait des capacités d'influence à l'intérieur, donc intégrer la gouvernance, ça c'est fondamental, mais aussi avoir des contreparties financières. Et malheureusement, c'est là où le bas blesse. Parce que même si le dossier est important, alors on peut considérer que c'est très peu d'argent, ou certains considèrent que c'est mettre le doigt dans un engrenage, comme j'ai entendu, mais la réalité, c'est qu'on est obligé de prendre un certain nombre de risques, et c'est dans ce sens que notre groupe s'est abstenu pour deux raisons simples. C'est-à-dire que c'est un dossier à enjeu sur lequel il est important de pouvoir fouiller. Et moi, j'ai rejoint la proposition d'amendement du président de l'Assemblée qui voulait qu'on retire le dossier, qu'on continue à le travailler parce qu'il n'avait pas été assez travaillé. Parce que moi, la difficulté que je vois dans ce dossier-là, c'est que pour les Martiniquais, c'est un dossier important. Ça peut ouvrir à la fois un espace économique parce qu'il faut qu'il y ait un hub en Martinique. Et il faut qu'il y ait aussi une filière en matière de formation pour développer, par exemple, on cherche à développer des activités nouvelles pour créer de la richesse. Eh bien, la formation sur l'aéronautique, ça peut être un élément d'enjeu d'avenir qui est important pour la Martinique. Donc ça peut aider à ce niveau-là, au niveau des assises de l'aérien, puisque nous avons cette possibilité-là de pouvoir intervenir, essayer de créer des filières qui n'existent pas pour créer des centres de formation martiniquais pour former nos propres jeunes martiniquais. Et avoir un hub, c'est-à-dire tous ceux qui viennent sur la Martinique pour bénéficier à la fois de notre nature, de notre environnement, de notre qualité culturelle et autres. Et donc, partir de la Martinique vers d'autres destinations. Donc pour le moment, ce sont des enjeux, ce sont des objectifs à atteindre. Mais la réalité, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Quand on investit de l'argent public, il ne faut pas faire comme ailleurs où on donne et il n'y a pas de contrepartie. Parce que la réalité de ce dossier-là, malheureusement, c'est qu'il y avait du bon, mais il y a aussi du mauvais. Le bon, c'est que ça donne une ouverture, ça donne des perspectives et c'est vraiment un enjeu d'avenir. Mais le mauvais, c'est que quand on investit 3 millions d'argent public sans contrepartie, c'est-à-dire en face, vous investissez 3 millions, mais vous ne demandez rien à l'autre. Parce que le hub, d'après ce que j'ai compris, il est en Guadeloupe. Tout ce qui pourrait se développer, c'est sur la Guadeloupe. Donc ça veut dire qu'on va devenir un parent pauvre. Donc c'est pour ça qu'on s'est abstenu en se disant, mais attendez, oui pour la capacité d'investissement et l'ouverture, et on parle aussi d'avoir une meilleure concurrence, si l'on veut. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que quand on met 3 millions d'euros d'argent public, il faut demander des engagements de ceux qui sont aujourd'hui à la tête, à la gouvernance de Corsair, enfin de l'entreprise qui reprend Corsair. Puisque alors, c'est pas Corsair, c'est l'entreprise qui reprend Corsair. Malgré tout ça, le dossier a été voté, donc c'est acté là. Alors, le dossier a été voté, effectivement, donc ça reste un enjeu d'avenir. Maintenant, il restera, à mon avis, c'est peut-être ça qu'il faut retenir, il restera à négocier des contreparties, puisque l'argent public doit nécessiter en face qu'il y ait une prise en compte de nos besoins, nous, Martiniquais, que ce soit au niveau du prix du billet, par exemple, mais que ce soit au niveau du hub pour créer un pôle d'accès par le transport aérien à la Martinique, mais aussi pour développer ce que nous pensons être un élément d'avenir, c'est la formation en termes d'ingénierie sur tout ce qui concerne l'aéronautique. Alors tout à l'heure, là, vous parliez des différents groupes qui se sont rejoints ou qui n'existent pas, enfin c'est toujours le même temps de parole. Est-ce que vous avez fait attention à la rentrée politique de PIA dernièrement? Il n'y a rien qui vous a semblé étrange dans ça? Je vous demande. J'avoue que, bon, il a fait. Pour nous, c'est un parti qui a fait sa rentrée politique comme d'autres partis. Vous n'avez pas fait attention à l'arrivée du président Claude Lise avec PIA? Ah, mais vous savez, aujourd'hui, depuis 2015, aujourd'hui, on est habitué à tout. On est habitué à tout. Quand vous voyez les extrêmes se réunir, il n'y a plus aucune nouveauté qui peut surprendre qui que ce soit aujourd'hui, puisqu'on a vu que les extrêmes se sont réunis en 2015. Donc aujourd'hui, franchement, je ne pense pas qu'il y ait de surprise quelconque à voir. En tout cas, pour les autres, mais dans notre camp, on est toujours resté, on est resté fidèle à nos idées, nos valeurs, et on essaie d'avoir un socle minimal commun qui permette que le rassemblement avec le Parti progressiste martiniquais et les alliés se fasse sur vraiment la base de valeurs, de projets et d'idées, et qu'il y ait un socle solide de cohésion pour que le peuple reste dans une lecture noble de la politique. Alors aujourd'hui, on a un petit peu l'impression qu'il y a un Jean-Bépac général, on regarde un petit peu tout ce qui se passe, mais Monsieur Ajar, aujourd'hui, quel est votre candidat? Quel est le candidat que vous auriez souhaité pour votre parti, mais aussi pour l'Alliance, et puis aussi pour les Martiniquais, que vous auriez souhaité qu'il soit à la tête de cette nouvelle élection en juin 2021?
Alors, le Parti progressiste martiniquais a une procédure très démocratique qui est en cours, mais si vous voulez mon avis personnel, oui. je vous donne mon avis personnel, bien sûr, nous avons un leader, quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui a l'expertise et quelqu'un qui a beaucoup appris. C'est Serge Letchimy et je pense que c'est le seul qui peut sauver ce pays aujourd'hui. Mais ça, c'est un avis très personnel. Alors, vu qu'il n'a pas encore fait de déclaration de candidature, votre question permet de supposer que pour l'instant, il pourrait la faire. On ne peut pas écarter pour l'instant sa candidature. Il est évident qu'on ne peut pas écarter sa candidature parce que pour moi, c'est le seul qui peut sauver le pays. Maintenant, il faut lui donner les moyens, aussi bien au niveau de l'Alliance qu'à notre niveau, d'avoir une armée aussi. Quand je dis une armée, c'est de personnes qui sont en capacité. C'est pas simplement gagner des élections. Gagner des élections, c'est une bataille, mais se diriger aussi demain, c'est-à-dire diriger noblement au service de l'intérêt général et avoir des projets d'investissement parce qu'il faut des investissements massifs, il faut des investissements massifs dans ce pays en Martinique par rapport aux crises multiples, au cocktail de crises que nous vivons aujourd'hui. Alors, quand vous dites gagner une élection, c'est quelque chose, mais conduire une majorité pour le travail des Martiniquais derrière, c'est autre chose. Est-ce que vous faites allusion à cette dernière mandature? Écoutez, très clairement, on a bien vu qu'il y avait une optique, c'était obtenir des postes. Une fois qu'on est dans les postes, derrière, après, chacun retrouve, on va dire, son ego personnel, sa capacité à se dire qu'il doit pouvoir exister par la politique. Et on voit bien que même si, on va dire, pendant 2-3 ans, il y a eu un semblant de régler les problèmes en interne, on a bien vu aujourd'hui, même une plénière simple ou des sujets simples, vous entendez des invectives entre les uns et les autres. C'est assez pénible pour nous parce que, alors, moi qui faisais partie de ceux qui m'exprimaient, qui donnaient des idées différentes, mais sur des projets, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression même d'être un gentil petit garçon assis. J'écoute, je regarde malheureusement parce que je suis obligé d'être en plénière, mais c'est assez décevant comme image, alors que la politique, c'est noble, c'est servir l'intérêt général, et que les règlements de compte se fassent publics, c'est assez désastreux. Alors, je voudrais aussi avoir votre avis sur 300 ou 400 salariés qui ont été titularisés à quelques mois des élections. C'est une bonne chose pour les ouvriers, les salariés, mais pourquoi avoir attendu à l'approche, à la veille des élections pour avoir fait ça? Est-ce que c'est une manœuvre électoraliste? Non, il faut saluer les salariés qui vont être titularisés. Je pense que c'est une bonne chose. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Mais il est évident, il ne faut pas se faire d'illusions. On est à 3 mois des élections. Tout ce qui ne pouvait pas se faire il y a 5 ans se fait aujourd'hui. Il n'y a pas que la titularisation des salariés. Il y a de la distribution également massive de moyens financiers alors qu'on disait qu'il n'y avait pas d'argent. Mais on sait très bien qu'il y a plein d'argent. Chaque année, on termine avec des excédents. Et les choses, aujourd'hui, on voit bien. Je n'ai jamais reçu autant de mails de la CTM disant qu'on va faire ci, on va faire ci, on va faire ci. Là, dans les 4 mois qui viennent, tout ce qui n'a pas pu être fait sera fait. Bon, après, moi, ce que je dis simplement, si jamais ça va faire passer, c'est que tous ceux qui sont dans la difficulté, parce que c'est ça la réalité. Quand on est dans la difficulté, il faut pouvoir également recevoir l'aide et l'accepter. Donc il faut l'accepter. Maintenant, ça n'empêche pas aux gens de rester libres dans leur tête, parce qu'on achète pour nous, on n'achète pas les consciences avec l'argent public. C'est ça qu'il faut retenir comme enjeu. Que chacun puisse avoir l'aide dont il a besoin pour aider sa famille, son entreprise, ses amis, tout ce qui doit permettre de vivre dignement, mais néanmoins, gardez votre liberté de penser, gardez votre liberté et votre choix de vote qui sera celui qui vous appartient une fois que vous serez convaincu par les candidats qui vont présenter leurs projets et leurs idées. Alors, très rapidement, Monsieur Agent, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce fameux plan de relance? Est-ce qu'il vous paraît suffisant, vu toutes les difficultés que nous subissons ici à la Martinique en ce moment? Je crois que la plus grande qualité de cette équipe en place, c'est peut-être l'un des plus grands compliments que je leur ferai sous les 5 ans, c'est qu'ils ont communiqué. Mais par contre, c'est de la communication crue, c'est-à-dire derrière ce qu'ils disent, il n'y a rien qui se fait. Et aujourd'hui, on est dans une forme d'accord territorial de relance pour la refondation. Vous voyez, les termes il y a beaucoup de littérature, beaucoup d'affichage, c'est du divulgage. D'accord? Comme on est sorti du plan de convergence il y a 1 an. Mais dans la réalité, il n'y a rien de concret qui se met en place. Aujourd'hui, il n'y a aucune programmation. Vous savez c'est quoi la programmation? Quels projets vont sortir cette année? Combien d'argent chaque projet coûte? Comment ils vont être mis en place? Quelle durée? Ça va être rien. C'est-à-dire qu'on a un dossier qui est très joli, qui est très beau, mais dans la réalité, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de réaliste qui va se mettre en place. On est toujours dans l'affichage juste avant les élections. Malheureusement, je pense qu'au bout de 5 ans,
on a vécu cette théorie-là, il faut que ça s'arrête, il faut rentrer dans le concret. Ce pacte malheureux avec beaucoup d'affichage, 800 millions d'euros d'investissement massif, 300 millions d'euros qui vont venir de l'État, de la CTM. Quand vous entendez ça, vous êtes aux anges. C'est le bonheur, c'est Papa Noël. Mais dans la réalité, rien de concret. Surtout, malheureusement, c'est ça le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, il y a la CTM d'en haut, la CTM d'en bas. C'est-à-dire l'outil qui aurait pu servir à mettre en place un vrai projet, de vraies idées avec une programmation. L'outil ne fonctionne pas du tout parce que le personnel est livré à lui-même, abandonné pour beaucoup. C'est triste à dire, alors que l'outil est celui qui aurait permis justement de faire en sorte que les différents projets, même s'ils étaient des petits projets, puissent se mettre en place. Mais malheureusement, cette mandature a brillé par l'absence de projet, cette mandature a brillé par une communication puissante, mais qui ne fait que donner du rêve et du virtuel, alors que nous avons besoin de choses concrètes pour l'économie, pour la culture, pour la famille. Alors 800 et pour millions, la ça reste quand même moins que la Guadeloupe. Je crois qu'il y a plus de 900 millions sur la région Guadeloupe. Comparativement, si on compare, pas seulement la Guadeloupe. Comparaison n'est pas raison, on va me dire. On peut comparer à la Guadeloupe, mais on est très clairement en dessous. Mais non seulement c'est en dessous de la Guadeloupe, mais si je vous dis le désinvestissement, c'est-à-dire sous les 5 dernières années, on aurait pu investir 1 milliard d'euros, entre 800 et 1 milliard d'euros de plus qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire, on ne voit pas cet argent qui n'a pas été investi parce qu'il n'a pas été investi. Mais c'est ça la réalité. Et quand vous n'investissez pas, vous ne semez pas. Quand vous ne semez pas, la récolte sera bien maigre. C'est ça la réalité de l'agriculteur. L'agriculteur qui ne sème pas et qui n'arrose pas, eh bien à la fin, quand il va récolter, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose ni pour lui, ni pour sa famille, mais il n'y a pas grand-chose non plus à vendre. Et malheureusement, on est dans cet état d'esprit, qui est un état d'esprit ancien, où on thésaurise, en considérant que comme l'argent est là, c'est bien. Mais le peuple souffre, les associations n'ont pas d'argent, les entreprises ne sont pas payées, l'économie n'avance pas, la création de richesse n'est pas développée, et surtout, les besoins sociaux explosent. La problématique environnementale explose. La problématique identitaire explose. La crise sanitaire dans laquelle aujourd'hui nous nous retrouvons explose. La santé aujourd'hui, les hôpitaux sont malades. Donc, on a des problématiques qui ont explosé et dans le même temps, vous gardez de l'argent public en considérant les difficultés venues, les difficultés là depuis 5 années. Et on connaît bien les problématiques martiniquaises. Malheureusement, il faut sortir du virtuel, il faut rentrer dans le réel. Malheureusement, ils ont vécu dans une bulle pendant 5 années et on a bien vu qu'au bout de 5 ans, ce qu'ils ont proposé était creux, mais surtout ce qui a été réalisé reste très limité puisque ce sont des projets anciens qui étaient déjà portés par l'ancienne gouvernance. On n'a plus le temps, M. Agent, mais vous êtes aussi conseiller municipal, vous êtes adjoint au maire de Fort-de-France. On ne peut pas terminer cette émission sans dire 2 mots du carnaval. Il va se faire sous certaines conditions. Est-ce que très rapidement, vous pouvez dire aux téléspectateurs? Simplement, ce sera au stade de Dillon. Et sur les jours avec une organisation pour formaliser les choses, pour éviter, ce que le maire souhaite surtout, c'est éviter justement qu'il y ait, entre guillemets, des vidées libres pour qu'il n'y ait pas de contrôle par rapport à la crise sanitaire qui demeure. La crise sanitaire, elle est là, d'accord? Et le maire a considéré que il y avait quand même une forte envie et il valait mieux formaliser les choses, cadrer les choses. Donc, dans le stade de Dillon, avec une inscription préalable qui doit se faire sur Internet et autour des associations carnavalesques qui ont l'habitude de drainer du monde, de façon à ce que les choses se fassent. Si elles se font, c'est ce qu'il a considéré, le maire de Fort-de-France, c'est qu'elles se fassent de manière la plus sécurisée que possible et qu'il y ait de moins de débordements dans les quartiers ailleurs parce que les choses doivent être cadrées dans un espace, dans un lieu avec la sécurité, l'hygiène et les conditions sanitaires réunies. Merci beaucoup, M. Ajar. N'oublions pas quand même que Fort-de-France reste la capitale de la Martinique et pendant les jours gras draine énormément de monde. Espérons que ce message va être entendu de tous. Merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision, M. Ajar. Merci beaucoup. À bientôt.